Bonjour à tous. Après avoir analysé les différentes figures des tensions et des contradictions qui sous-tendaient l'idée démocratique, exploré aussi la façon dont les variables qui étaient celles de l'espace et du temps jouaient leur rôle dans la mise en place de ces tensions, je voudrais aujourd'hui montrer comment c'est dans l'usage même du terme démocratie que se reflètent ces différentes tensions et ces différentes contradictions. Et pour cela, proposer une brève histoire du mot démocratie en France, aux États-Unis et en Grèce, donc remonter dans le temps. Commençons donc par l'histoire du mot démocratie en France, telle en tout cas qu'on peut commencer à l'appréhender au XVIIIe siècle. Le premier constat, c'est que pendant longtemps, le mot démocratie n'a désigné qu'une forme politique obsolète, restant donc d'un usage relativement rare. Au XVIIIe siècle, le mot démocratie est principalement employé en étant référé au monde antique. Le dictionnaire universel de Furetière, qui fait le tournant du siècle, il est publié en 1690, note ainsi « sorte de gouvernement où le peuple a toute l'autorité, la démocratie n'a été florissante que dans les républiques de Rome et d'Athènes ». La définition politique n'a de sens, en effet, que rapportée au monde grec et romain. Le dictionnaire de Trévoux, dans son édition de 1771, et celui de l'Académie française, dans son édition de 1762, vont dans la même direction. Les définitions politiques de la démocratie sont alors d'autant plus succinctes dans ces dictionnaires que le mot a soit une dimension archaïque, la référence à Athènes ou à Rome, ou exotique. Le dictionnaire de l'Académie française note ainsi qu'il y a encore quelques cantons suisses qui sont de véritables démocraties. Mais le mot démocratie figure naturellement, c'est très différent, en raison même de cette longue histoire, dans les ouvrages qui proposent une typologie des régimes politiques. Alors que le mot est absent de la langue politique ordinaire, il est présent dans la langue philosophique et dans les ouvrages d'histoire. Et de nombreuses pages lui sont ainsi consacrées, par ce biais, dans l'esprit des lois et dans le contrat social. Ce régime démocratique a pour les auteurs de ces deux ouvrages le fait qu'il y a trois caractéristiques qu'il distingue. Premièrement, le mot démocratie va de pair avec l'idée que le peuple est souverain, c'est-à-dire, selon Rousseau, que les sujets et les souverains ne sont que les mêmes personnes considérées sous différents rapports. Ou, pour reprendre la formule de Montesquieu, que le peuple encore a la puissance souveraine. Deuxième caractéristique que l'on trouve dans tous ces ouvrages, c'est que démocratie signifie que le peuple est lui-même à la fois législateur et magistrat. Montesquieu écrit « C'est une loi fondamentale de la démocratie que le peuple seul fasse les lois ». Troisième caractéristique dans toute cette littérature historique ou philosophique de la démocratie, c'est que les gouvernants y sont désignés par tirage au sort et non par élection. Le suffrage par le sort, écrit ainsi Montesquieu, est de la nature de la démocratie. Le suffrage par le soi est celle de l'aristocratie. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie. Et Rousseau reprend presque littéralement ces formulations dans le contrat social pour souligner que seul le tirage au sort ne blesse point l'égalité. Ainsi définie, la démocratie à laquelle se réfèrent Montesquieu et Rousseau est à la fois un idéal type qui peut entrer à la manière d'Aristote dans une typologie des régimes politiques et un modèle historique mis en œuvre dans des républiques anciennes. Elle constitue un modèle politique, mais dans le sens le plus abstrait du terme, c'est-à-dire défini par des principes généraux qui ne font sens que pour ordonner une typologie. C'est pourquoi il n'y a chez eux aucune considération d'ordre procédural ou constitutionnel sur le fonctionnement démocratique ou les dispositifs institutionnels précis qui pourraient lui donner forme. Absence qui s'explique aussi par le fait essentiel qu'aucun des deux auteurs n'imagine que la démocratie puisse convenir au monde moderne.
Rousseau le premier l'a souligné avec force. À prendre le terme dans la rigueur de l'acception, dit-il, il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais. Et on se souvient aussi de sa maxime désabusée. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Le concept central du contrat social est ainsi celui de souveraineté du peuple, qui n'a aucun caractère directement instrumental, renvoyant plutôt à un principe instituteur et régulateur du social, alors que la démocratie est appréhendée plus étroitement comme un régime, voire à travers certains dispositifs limités. Et le terme de démocratie, pour Rousseau, ne convient donc nullement pour qualifier ce qui est essentiel à ses yeux, la caractérisation des fondements mêmes du lien social et de l'organisation politique. Or, ce que Rousseau cherche avant tout à explorer, ce sont les implications radicales d'une société qui doit s'auto-instituer sans plus pouvoir se fonder d'aucune façon sur un ordre donné à l'avance. Et c'est dans le programme de cette auto-institution que réside pour lui la grande révolution des temps modernes. D'où la centralité chez lui du concept de souveraineté du peuple et qui rompt, tel qu'il le définit, avec les résonances scolastiques et monarchomaques antérieures qui définissaient simplement l'idée de souveraineté du peuple comme l'exercice d'un pouvoir dans l'intérêt du peuple. Et la question de la démocratie est donc pour Rousseau relativement seconde par rapport à celle de la souveraineté du peuple. Elle n'en constituerait tout au plus qu'un sous-ensemble et une dérivée. C'est pourquoi le contrat social ne s'articule absolument pas autour du terme démocratie. Et lorsqu'elle est considérée comme une technique de gouvernement, la démocratie est d'ailleurs souvent critiquée par les philosophes du XVIIIe siècle. Et Montesquieu résume bien le sentiment général en insistant sur l'instabilité de la démocratie et la tendance presque mécanique à la corruption de ses principes. Jaucourt, qui rédige l'article « Démocratie » de l'Encyclopédie, parabrase longuement l'esprit des lois pour dénoncer la dégradation de la démocratie en oclocratie ou en aristocratie. Il la renvoie aussi avec mépris, la démocratie, à l'obscurité de survivance archaïque, prétendant ne pas connaître d'exemples contemporains de ce type de régime, à l'exception, écrit-il, de San Marino, petite principauté qu'il qualifie de petite bicoque. Petite bicoque, dit-il, où 500 paysans gouvernent une misérable roche dont personne n'envie la possession. C'est donc dire que la démocratie, survivant sur ce rocher de San Marino, n'était guère enviable. En même temps qu'il est rattaché à l'Antiquité, ou du moins à certains de ses moments et de ses lieux mythiques, le régime démocratique est en outre presque toujours associé à des images de désordre et d'anarchie. D'Argenson est bien isolé au milieu du XVIIIe siècle pour considérer la démocratie en termes instrumentaux et dire qu'il y a fausse et légitime démocratie. La première, la fausse, étant lourde de menaces, tandis que la seconde désigne déjà à ses yeux, c'est un pionnier à cet égard, le gouvernement représentatif. La fausse démocratie, écrit d'Argenson, tombe bientôt dans l'anarchie. C'est le gouvernement de la multitude. Tel est un peuple révolté. Alors le peuple insolent méprise les lois et la raison. Son despotisme tyrannique se remarque par la violence de ses mouvements et par l'incertitude de ses délibérations. Dans la véritable démocratie, à l'inverse, dit-il, on agit par députés, et ces députés sont autorisés par l'élection. La mission des élus du peuple et l'autorité qui les appuie constituent la puissance publique. D'Argenson est ainsi le premier auteur à couper le mot démocratie de ses seuls référents antiques et archaïques et en inverser le sens technique, passant de la notion d'autogouvernement à celle de gouvernement représentatif. Je rappelle que son livre, Les Considérations, qui est un livre marquant du milieu du siècle, du XVIIIe siècle, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, est un ouvrage de 1765 qui a connu pas mal de rééditions, c'est-à-dire 3 ans après le contrat social. Mais cette inversion, on le sait, mettra près d'un siècle
un demi-siècle en tout cas, ou presque un siècle, a passé dans le sens commun en France. Comment comprendre cette inversion? Elle dérive presque naturellement de la dissociation rousseauiste entre souveraineté et gouvernement. Si la démocratie, chez Rousseau, est souveraineté, eh bien, si elle est pouvoir du peuple, elle ne peut l'être qu'en tant que pouvoir-souveraineté et non pas pouvoir-gouvernement. C'est la même chose chez d'Argenson. Et si elle est pouvoir-souveraineté et pas pouvoir-gouvernement, alors, du même coup, elle devient compatible avec la technique du gouvernement représentatif. Il faut donc dissocier cette idée de pouvoir-gouvernement et de pouvoir-souveraineté. Le véritable tournant, me semble-t-il, en France, il est pris avec l'ouvrage de Mably. Avec l'ouvrage de Mably qui va avoir pour titre « Les observations sur le gouvernement et les lois des États-Unis d'Amérique », qui est un ouvrage de 1783, qui est repris dans ses œuvres complètes. Mais si on va voir une idée, juste avant que Mably publie son ouvrage, il est clair qu'à ce moment-là, domine encore en France, à la veille de la Révolution, l'idée que la démocratie ne saurait constituer l'horizon du bien politique. Dans ses notions claires sur les gouvernements, une notion un peu usurpée d'ailleurs, Louis-Sébastien Mercier écrit ainsi « Un gouvernement populaire est tumultueux, indiscret, lent, car le peuple ne connaît pas ses véritables intérêts. Il lui faut des représentants. Les malheurs de la démocratie sont presque incurables. » Les notions claires sur les gouvernements sont un ouvrage de 1788, dans lequel il écrit encore « Il ne faut pas que le peuple soit souverain, quoique toute souveraineté doive émaner de lui. » C'est un élément décisif qui va compter pour commencer à modifier l'usage du terme démocratie, l'expérience américaine. Le combat pour l'indépendance avait bien sûr été suivi avec passion dans l'Hexagone. Mais après 1776, c'est aussi l'organisation politique des 13 nouveaux États qui retient l'attention. Et c'est dans ce contexte que le mot démocratie prend en France un sens qui évolue. En témoigne donc cet ouvrage de Mably, dont je viens de citer le titre, publié en 1783. Cet ouvrage est composé sous la forme d'une série de lettres qui sont adressées à John Adams, qui sera un des grands pères fondateurs de la République américaine, John Adams, qui est alors ambassadeur en Hollande et ministre plénipotentiaire des États-Unis pour les négociations de paix générale. Cet ouvrage est composé donc d'une série de lettres à partir d'une lecture des constitutions des 13 États. Chose surprenante, le terme démocratie, qui n'est pratiquement pas employé aux États-Unis à l'époque, je vais y venir tout à l'heure, est en revanche employé à de très nombreuses reprises dans le livre de Mably. Et il est employé, c'est la première fois qu'un mot est autant employé dans un sens contemporain dans un ouvrage politique, il est employé 24 fois dans ses lettres. Mais le terme démocratie, il est employé en référence justement au gouvernement moderne et non pas ancien, comme ce qui doit servir de base à tout gouvernement qui veut tirer le meilleur parti de ses citoyens. Mais Mably, dans cet ouvrage, fait essentiellement part de ses interrogations, de ses réserves, de son scepticisme. Et il demande par exemple à Adams s'il n'y aurait pas quelque imprudence à vouloir établir une démocratie trop entière, invitant pour le moins à ce que cette démocratie soit maniée, je le cite, tempérée et établie avec la plus grande prudence. Mais le point intéressant chez lui est de souligner les éléments qui lui permettent de considérer comme pertinent l'association de ce terme, déprécié à l'époque comme archaïque, à la description des États contemporains américains. Et plusieurs caractéristiques se dégagent de l'analyse qu'il fait dans son texte. Première caractéristique, l'Amérique est un pays neuf. Il n'a pas de pesant héritage à assumer, ni de fait aristocratique à traiter. Mais, étant un pays neuf, il se trouve encore, aux yeux de Mably, dans une période post-révolutionnaire euphorique, empreinte de démagogie. Et c'est dans cette perspective que Mably commente longuement
pour la critiquer, la Constitution de Pennsylvanie. Constitution de Pennsylvanie accusée de se livrer, je le cite, à tous les caprices de la démocratie. Deuxième caractéristique de l'Amérique, les mœurs y sont restées simples et les différences de fortune peu marquées. Il rapproche, de ce point de vue, les Américains des Romains, alors que l'Europe contemporaine, dit-il, fondée sur l'argent et le commerce, a fait disparaître ses vertus antiques. Troisième caractéristique pour Mobley de l'Amérique, si le pays est vaste, sa population est fort réduite. Je rappelle que l'Amérique ne compte à l'époque que 2,5 millions d'habitants, contre 25 millions en France, soit 10 fois moins, et que l'organisation politique est très décentralisée, de sorte que l'exercice de la citoyenneté y est indissociable d'une vie sociale qui, en fait, est restreinte à de petites communautés homogènes dans lesquelles tout le monde se connaît. À partir de là, Mobley brosse le portrait d'une Amérique qui constitue une sorte de résurgence de l'antique dans le moderne. Situation donc structurellement fragile, susceptible de s'interrompre, de se dégrader. Situation composite aussi, puisqu'il oppose les excès de la Pennsylvanie à la sagesse du Massachusetts ou de la Virginie. Il est en tout cas assuré aux yeux de Mobley que les formes de démocratie qui existent ne sauraient dessiner un avenir pour l'Europe. Elles ont un caractère spécifique et exceptionnel, au final plus régressif que signe d'avenir. Les volumes de l'encyclopédie méthodique, qui sont consacrés à l'économie politique et diplomatique, 4 volumes qui sont publiés en 1786, consacrent le fait que le mot démocratie commence à faire son retour dans la langue politique et n'est plus seulement utilisé par les antiquisants et les philosophes. Si l'article démocratie de cette encyclopédie méthodique, enfin les volumes d'économie politique et diplomatique, reprend largement les développements de Montesquieu et de Rousseau et parle encore de la démocratie pure qui n'existe peut-être que dans les petits cantons suisses, c'est l'article États-Unis, l'un des plus longs de l'encyclopédie, plus d'une centaine de pages, qui associe le terme démocratie à l'expérience américaine. Même si c'est pour dire qu'il ne s'agit pas littéralement de démocratie, puisque le peuple, dit l'encyclopédie, le rappelle, agit par représentant et non par lui-même. Où il souligne que le gouvernement est démocratique, mais le gouvernement est démocratique. C'est reconnaître implicitement que le terme est susceptible de définition étroite ou de définition plus large, c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'il peut recouvrir des réalités différentes. Et l'article critique d'ailleurs le pessimisme et les jugements estimés trop négatifs de Mobley, disant « Mobley parle toujours de la démocratie comme s'il n'y avait qu'une sorte de gouvernement démocratique », laissant donc la possibilité ouverte qu'il y ait plusieurs définitions qu'il soit possible de donner. Mais la langue révolutionnaire va marquer une rupture. Chose qu'il faut d'abord souligner, c'est que dans la langue révolutionnaire en France, il n'y a pas ou très peu de références à l'Amérique. Autant il y a des références à l'Angleterre, très nombreuses, notamment à l'automne 1789, autant les références à l'Antiquité resteront extrêmement fortes, principalement en 92, en 93 et en 94, mais l'Amérique, discutée sur une centaine de pages dans l'encyclopédie méthodique, l'Amérique discutée dans un ouvrage célèbre de Mobley, n'est plus jamais représentée comme quelque chose qui mérite d'être considéré comme un exemple. Au temps de la Révolution française, c'est un point fondamental à souligner et qui va bien dans le sens de ce que Mobley estimait, que c'est un exemple régressif, une survivance du vieux dans le neuf et non pas du tout un modèle d'avenir. Dans un des cours précédents, j'avais rappelé la phrase célèbre de Sieyès disant que la France n'est pas et ne peut pas être une démocratie et qu'il mêlait 2 éléments dans cette dénégation. Le fait technique d'abord, qu'un régime démocratique soit estimé nécessairement lié à une politique de petite dimension et, en second lieu, la stigmatisation
que l'on pourrait dire sociologique des passions et du manque de lumière du peuple qui le rendrait inapte à gouverner. Et si l'exemple américain ne fait jamais référence pendant la Révolution française, du point de vue de l'idée démocratique, il ne fait référence que d'un point de vue qui est discuté, c'est celui de la division des pouvoirs. L'ouvrage de Mably ou les considérations qui ont été notées, que j'ai rappelées tout à l'heure dans l'Encyclopédie méthodique, ne représentent qu'une petite partie du débat sur l'Amérique. La grande partie du débat sur l'Amérique, en fait, parce qu'elle apparaît d'actualité partout, c'est la question de la division des pouvoirs. Déjà, Turgot, en 1776, dans sa lettre au Dr. Price, analysait l'Amérique comme suivant dangereusement la voie anglaise qui était celle justement d'une balance des pouvoirs. Alors disait Turgot que si le pouvoir est rationnel, si le pouvoir est bon, il n'a pas à être divisé. Et Turgot opposait dès ce moment-là la voie américaine, anglaise, et la voie française. La voie française qui était celle du rationalisme politique, qui était celle du monisme, et la voie américaine ou anglaise, qui était celle d'un bien public que l'on cherchait à définir à partir d'une confrontation des intérêts et à partir d'une pluralisation des formes de représentation et des modes de division du pouvoir. Et ce sera toujours le cas, juste au moment où s'ouvre la Révolution, d'un ouvrage très important par son influence, parce qu'il sera commenté longuement par Condorcet. C'est l'ouvrage de Livingstone, Examen du gouvernement d'Angleterre comparé aux constitutions des États-Unis, ouvrage qui paraît en 1789 et que Condorcet dote d'un appareil critique et d'un ensemble de notes qui fait près d'une centaine de pages. C'est presque un petit ouvrage qui a composé à ce propos Condorcet. Et là aussi, Condorcet reprend l'antienne de Turgot, en opposant justement ce que serait la vision d'un rationalisme politique à la française comparé à ce modèle anglais et américain qui lui semblent tous les deux très proches. Le terme démocratie semble donc, en ce moment 1789, faire signe au passé, beaucoup plus qu'indiquer une voie d'avenir. Il semble aussi parfois qu'il soit utilisé d'une façon que l'on pourrait qualifier de tactique, de façon dépréciative, pour disqualifier un adversaire. On voit ainsi, dans son plan de conduite pour les députés du peuple aux États généraux, Brissot noter, c'est quelque chose qui paraît en 1789, dès le mois d'avril, que le mot démocratie est un épouvantail dont les fripons se servent pour tromper les ignorants. Donc c'est un mot que l'on emploie pour induire en erreur, mais que ce n'est pas du tout justement un modèle politique. La connotation péjorative du mot démocratie dans les débuts de la Révolution est alors presque aussi forte que sa dimension utopique et archaïque. Et dans la masse des journaux révolutionnaires, on n'en compte du même coup aucun, de 1789 à l'an 4, c'est quand même quelque chose de remarquable, qui mentionne dans son titre le mot démocratie ou l'adjectif démocratique. Ce sont les adjectifs national, patriotique ou républicain à partir de 1792 qui reviennent le plus souvent au fronton des gazettes. On note aussi de façon particulièrement significative que le mot démocratie n'est pas prononcé une seule fois, je dis bien pas une seule fois, dans les débats de 1789 à 1791 sur le droit de suffrage. La question du droit de suffrage n'importe à aucun moment le mot démocratie dans ces débats. Cette relative absence du mot démocratie dans la langue révolutionnaire est confirmée par l'examen des dictionnaires de la période. De 1789 à 1801 paraissent 10 dictionnaires de type sociopolitique. Il y en a un seul qui consacre une entrée au mot démocratie. Beaucoup plus fréquent, il est vrai, est l'emploi de l'adjectif démocrate. 6 dictionnaires sur 10 en font une entrée. Mais le mot démocrate n'entre dans la langue française que comme antonyme d'aristocrate. Et c'est ce dernier terme, aristocrate, qui joue un rôle fondamental dans la désignation sociopolitique de la période révolutionnaire. Et la plupart des dictionnaires, 7 sur 10, signalent
qu'il constitue l'un des principaux mots nouveaux introduits dans la langue révolutionnaire, ce terme de démocrate, même si l'on note quelques occurrences chez Moreau et Linguet juste avant la Révolution. Car aristocrate devient rapidement le vocable générique dont on affuble les ennemis de la Révolution, voire tout simplement, Bruno a longuement écrit sur la question, tout simplement les gens qui ne pensent pas comme soi. Dans cette mesure, le démocrate ne désigne pas tant le partisan d'un régime politique bien spécifique, la démocratie, que de façon très vague et générale, l'adversaire de l'Ancien Régime et le partisan du processus révolutionnaire. Et le supplément de 1798 au dictionnaire de l'Académie française note ainsi que démocrate finit par signifier, je cite, attachement à la cause révolutionnaire, à la cause populaire. Et donc le mot a un sens sociologique et politique, mais non pas juridique ou institutionnel. Il précise l'appartenance à un camp et non l'aspiration à un type d'organisation politique. C'est une chose que nous reverrons aussi bien dans l'Amérique que dans la Grèce ancienne. Et dans cette perspective même, il n'occupe qu'une place tout à fait modeste au milieu de beaucoup d'autres termes qui expriment la fidélité politique aux idéaux de la Révolution. Dans son Histoire de la langue française, les volumes consacrés à la Révolution, Ferdinand Bruno recense ainsi 206 mots et phrases qui servent à qualifier l'attachement à la cause révolutionnaire. Démocrate figure bien sûr dans la liste, mais il y a beaucoup d'autres termes d'un usage immensément plus fréquent, comme patriote, jacobin ou sans-culotte selon les moments. Ainsi, d'abord clairement renvoyé dans l'Antiquité, le mot démocratie finit cependant par ressurgir dans l'expérience révolutionnaire. Mais c'est seulement en 1793, lorsque la perspective d'un gouvernement direct est célébrée par certains pour consolider le cours de la Révolution. Et on voit un certain nombre de références à l'Antiquité qui sont faites alors. Et d'un certain point de vue, c'est plus la référence à l'Antiquité qui compte que le mot démocratie dans un sens qui serait moderne. Le mot démocratie, on l'utilise justement comme une sorte de valorisation des vertus antiques. Il est associé à cette résurrection de l'Antiquité dont Saint-Just et Robespierre ont été les célébrants. On fait référence à la démocratie, mais au sens où on veut s'intéresser à la vertu du peuple, à la frugalité, au dévouement du citoyen, à la chose publique. Et on le voit aussi qu'il commence à entrer en jeu le mot démocratie comme un enjeu polémique, comme un enjeu pour disqualifier des adversaires ou au contraire manifester une sorte de supériorité. Et cela, évidemment, avec des sens qui peuvent être très différents. On voit ainsi Robespierre, dans son fameux discours sur les principes de morale qui doivent guider la Convention nationale, écrire « Gouvernement démocratique ou républicain, ces deux mots sont synonymes, malgré les abus de la langue vulgaire. » Et il dit par ailleurs « La démocratie, bien sûr, n'est pas un État où le peuple continuellement assemblé règle par lui-même toutes les affaires publiques. La démocratie est un État où le peuple souverain, guidé par les lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire et par des délégués tout ce qu'il ne peut pas faire par lui-même. » Donc on voit que la résurrection antiquisante du mot démocratie, y compris dans cette langue de Saint-Just et de Robespierre, n'est pas du tout destinée à définir un régime moderne, mais simplement, pourrait-on dire, un régime de l'immobilisation révolutionnaire, une nostalgie antique. Et il ne désigne pas tant une forme politique que précise qu'il n'évoque une position de combat. Et le terme est presque toujours rapporté chez eux, Robespierre et Saint-Just, à des impératifs d'argumentation contre ses adversaires de gauche et de droite. Robespierre appelait ainsi à organiser la République, je le cite, d'une manière également éloignée des tempêtes de la démocratie absolue et de la perfide tranquillité du despotisme représentatif. C'est tout à fait une phrase de discours, mais ça n'est évidemment pas une construction intellectuelle. Il s'emportait pareillement contre ceux qui voulaient établir la démocratie pure
et non pas, dit-il, cette démocratie qui, pour le bonheur général, est tempérée par les lois. On voit bien donc qu'il s'agit là d'usage politique, polémique, mais non pas du tout de la construction, je dirais, et de la réflexion d'une forme politique. Et que ce soit sur le mode d'un qualificatif anti-aristocratique ou d'un type de régime, le mot démocratie devient en tout état de cause d'un usage un peu plus fréquent. Surtout à partir du moment où se fait jour l'aspiration à ce qu'on a appelé trouver une autre forme de gouvernement représentatif, ce qui se fait jour dans le milieu des cordeliers, dans le milieu du cercle social, disons dès l'été ou dès l'automne 1791. Et c'est l'usage de l'expression démocratie représentative qui témoignera de cette évolution, en même temps que cet usage contribuera à masquer la question. Certains, voyant dans ce terme de démocratie représentative le substitut techniquement nécessaire à une démocratie pure, tandis que d'autres le considéreront comme synonyme de la notion d'aristocratie élective, comme je l'ai rappelé dans un cours précédent. Et en l'an 3, Sieyès lui-même continuera à entretenir la confusion en fustigeant, je le cite, « l'ignorance crasse des amis du peuple qui croyaient le système représentatif incompatible avec la démocratie, comme si un édifice était incompatible avec sa base naturelle. » Et donc c'était renvoyer complètement la question et faire comme elle ne se posait pas. Et venant de Sieyès, ces formulations sont particulièrement exemplaires de la confusion que revêtait alors l'emploi du mot démocratie. Confusion résultant de la superposition en lui des différents pôles, des tensions qui le constituaient. Le grand tournant sera ensuite pris au début de la Restauration, le mot démocratie prenant un sens tout à fait différent. Il faut aussi noter qu'il disparaît totalement du vocabulaire politique après l'an 8. Entre l'an 8 et 1820, le terme de démocratie n'est absolument plus employé dans pratiquement aucun ouvrage de publiciste. Il n'est pas une référence dans aucun discours politique. Alors que Napoléon III, nous le verrons, s'en emparera, ça n'était pas le cas de Napoléon Ier. Pour une raison simple, c'est qu'il va devenir, en France, comme en Amérique, je le rappellerai tout à l'heure, parfois associé aux errements de la terreur. Et il n'est surtout plus en phase avec l'ère du temps, à un moment où le suffrage universel n'est plus à l'ordre du jour. Et les libéraux du début de la Restauration n'en feront ainsi jamais usage. Et j'y reviendrai tout à l'heure, même les républicains de cette période, dans les milieux de la charbonnerie, par exemple, dans les années 1820 à 1824, n'en feront usage. Ce terme de démocratie va pourtant ressurgir avec force dans les années 1820. Mais ce sera pour désigner la société égalitaire moderne et non plus un régime politique associé aux républiques grecques et romaines ou à l'idée d'intervention directe du peuple dans les affaires publiques. C'est donc l'idée de démocratie-société et non pas l'idée de démocratie-régime qui va s'imposer pendant cette période. Et le mouvement sémantique sera accompli lorsque Tocqueville publiera en 1835 la première partie de sa démocratie en Amérique. Mais ce tournant est amorcé dès les années 1820 et Tocqueville en est en quelque sorte l'héritier, même s'il est celui qui lui donnera le plus d'éclat. Dans un discours qui fera date, parce qu'il sera répété pendant tout le XIXe siècle, le comte de Serres avait parlé avec un certain effroi, c'était dans un grand débat sur la liberté de la presse, d'une démocratie, je le cite, qui coule partout pleine de sève et d'énergie, et d'un torrent coulant à plein bord, comme si la démocratie, à ses yeux, était quelque chose de parfaitement vivant dans la France de 1820. Et ce qu'il voulait dire, c'est que la démocratie, en tant justement que forme sociale, en tant qu'aspiration collective, en tant que représentation d'une société de l'égalité de droit, et non pas, bien sûr, la démocratie du suffrage universel ou la démocratie de la souveraineté du peuple. Mais il s'alarmait déjà
de la montée en puissance de cette démocratie-société dans la France de la Restauration. Et fameusement, Royer-Collard rebondira sur ces formulations en les dédramatisant, expliquant que la démocratie était bien un état social. La démocratie, dira Royer-Collard qu'admirera énormément Tocqueville, la démocratie a voulu changer l'état de la société et elle a changé. Donc, ce n'est pas la démocratie du suffrage universel, ce n'est pas la démocratie du gouvernement direct, ce n'est pas la démocratie de la démocratie représentative, c'est la démocratie comme forme sociale de l'égalité, c'est-à-dire, pour ceux qui prononçaient ce mot-là à cette époque, de l'égalité de droit. À travers beaucoup de malheurs, poursuivait Royer-Collard, l'égalité des droits, car, dit-il, c'est le vrai de la démocratie, a prévalu. Elle était reconnue, consacrée, garantie par la Charte. Elle est aujourd'hui la forme universelle de la société. Et c'est ainsi, concluait Royer-Collard, qu'aujourd'hui, la démocratie est partout. Donc, voir dans un régime qui était celui de la Charte censitaire la démocratie présente partout, c'était évidemment donner une autre définition de la démocratie. Et Royer-Collard se réjouissait de ce qui inquiétait de Serres, mais tous les deux appréhendaient bien de la même façon le fait démocratique. Le paradoxe est ainsi que le mot démocratie prend véritablement place dans le vocabulaire politique de façon presque définitive, pourrait-on dire, pour définir la société moderne et la réalisation de ses objectifs à un moment où règne le suffrage censitaire, puisqu'il y a environ 100 000 électeurs qui votent à ce moment-là, 140 000. Et le mot démocratie triomphe alors significativement au moment où c'est le terme de république qui acquiert une connotation d'extrême gauche dans la langue politique. Alors que république était le mot qui rassemblait et démocratie le mot qui divisait pendant la Révolution française, démocratie va être le mot qui rassemble et république le mot qui divise. Et pour les libéraux doctrinaires, parler de démocratie consistait donc à revendiquer l'œuvre sociologique et juridique de la Révolution, tout en repoussant radicalement l'héritage républicain. Repoussant radicalement l'héritage républicain parce que le régime était celui d'une monarchie constitutionnelle, mais avec tout ce que l'héritage républicain charriait aussi d'image, de souveraineté du peuple, charriait aussi de vision du service public. Ce n'était pas donc simplement le régime politique qui était vu derrière le fait de repousser le terme de république. C'est-à-dire que ces libéraux considéraient que la Révolution avait créé une société plus qu'un régime, ce qui était une façon à la fois puissante et aveugle de juger la Révolution. Puissante, parce qu'ils comprenaient bien que c'est véritablement un changement radical de société qui s'est opéré, mais aveugle, parce qu'ils ne voyaient pas que ce changement radical de société emportait aussi un autre rapport à la politique, un autre rapport à la définition d'un régime porteur du bien commun. Rappelons plus tard ces débats menés sous la Restauration dans cette période-là, Charles de Rémusat insistera sur la rupture intellectuelle qu'ils avaient exprimée, en dissociant dans l'analyse l'ordre politique et l'ordre social. Et lui qui était un proche de Tocqueville, même Tocqueville était assez jaloux de Rémusat, qui avait quelques années de plus que lui, qui lui semblait dans les années 1820, alors que Rémusat commençait à écrire dans le Globe et que Rémusat s'était fait remarquer comme le jeune brillant qui rentrait dans les cercles des doctrinaires. Tocqueville était très jaloux de lui et Rémusat notera un peu avec mépris que Tocqueville n'avait été qu'un héritier de ce petit groupe des années 1820. Héritier de lui-même, Rémusat, héritier de l'aîné qui était Royer-Collard, héritier de celui d'âge intermédiaire qui était Guizot. Et il dira, le résultat le plus éclatant de la Révolution, c'est que la démocratie est dans l'ordre social. Quelques années plus tard, Guizot expliquera dans le même sens, la démocratie moderne n'est pas vouée à la politique. La démocratie moderne n'aspire pas au pouvoir, elle n'aspire pas à gouverner elle-même. Elle veut intervenir
dans le gouvernement autant qu'il est nécessaire pour qu'elle soit bien gouvernée et qu'elle puisse, en toute sécurité, vaquer à la vie domestique, aux affaires privées. La démocratie est donc un concept de société civile et non pas un concept qui s'applique à la société politique. Et le tournant sémantique, là, il est pris de façon vraiment définitive, puisqu'on voit que dans l'introduction de 1835, l'année où paraissent les deux premiers volumes de la démocratie en Amérique, l'introduction à la nouvelle édition du dictionnaire de l'Académie française a une préface qui est rédigée par Villemain, des grandes figures de l'université de l'époque. Et dans cette préface, Villemain écrit que la démocratie, désormais, elle est dans les mœurs de la société française. Le mot démocratie rimait alors tout simplement avec la notion, pour reprendre Benjamin Constant, de liberté des modernes, et qu'elle n'emportait pas l'idée d'une puissance collective, mais seulement celle de l'égalité des droits et d'une société civile autonome. Mais si la démocratie qualifiait surtout un type de société dans les années 1830, elle ne désignait, même chez ceux qui auraient pu être ses partisans, elle ne désignait pas, même chez eux, un régime politique idéal. République et socialisme apparaissaient encore à gauche comme les seuls objectifs mobilisateurs. Et dans toutes les brochures et les publications, très nombreuses, qui sont celles qui voient naître l'idée socialiste et l'idée républicaine en France, moderne, entre les années 1830 et 1834, que ce soit dans les milieux de la Société des Amis du Peuple, dans les milieux de la Société des droits de l'homme, dans les milieux du journal La Tribune, dans les débuts du mouvement ouvrier qui se manifeste à partir de publications comme celle de Desjardins ou comme celle de Laponneret, on ne voit pas une seule fois le mot démocratie employé. Et dans aucun des manifestes fondateurs de l'idée socialiste et de l'idée républicaine pendant cette période, on ne voit le mot démocratie employé. Pour eux, c'est la République qu'il s'agit de réaliser. Et on voit même s'il est un représentant plus sage de l'idéal républicain, Armand Carrel, qui est le directeur du grand journal d'opposition de l'époque, Le National. Armand Carrel écrit un article qui a pour titre, justement, « Il ne faut pas confondre démocratie et république ». Et l'objectif, à ses yeux, est bien de réaliser l'objectif de réalisation de la République, alors que l'idéal démocratique est supposé être, au moins en partie, déjà réalisé. Et Armand Carrel termine ce fameux article en disant « La France est bien une démocratie, mais pas une république. Le principe démocratique est bien et dûment admis dans la Constitution existante. S'il n'y admet que de faibles attributions, il la domine logiquement. Mais la République est l'objectif que nous devons nous donner. » On voit d'ailleurs significativement, quelques années après, au tournant des années 1840, un ouvrage qui fait référence pour qualifier le sentiment de l'opinion républicaine de l'époque en général, qui est le Dictionnaire politique publié par Pagnaire en 1842. Il ne consacre significativement qu'un très court article au mot démocratie. Et s'il note que la démocratie est le triomphe complet du principe de l'égalité, le fait définitif de notre époque et le fait de l'avenir de ce point de vue social, il renvoie rapidement, pour la question politique, aux articles souveraineté et république. Le premier de ces termes étant censé préciser, et le deuxième, le principe philosophique et le principe politique et institutionnel. Il nous faut tout de même dire quelques mots sur le cas Tocqueville, car si son nom est aujourd'hui associé à la définition sociétale de la démocratie, et s'il est souvent présenté comme l'inventeur de cette approche, nous venons de voir que c'était loin d'être le cas. Et si l'on essaie chez Tocqueville de retracer la généalogie de cette idée, il est ainsi frappant de constater que c'est à Guizot qu'il a emprunté la notion d'État social et de démocratie comme État social. La notion d'État social, elle est en effet le cœur conceptuel
du cours d'histoire sur la civilisation en Europe que Guizot donne en 1828 et dont Tocqueville est un auditeur passionné, passion dont il a fait état dans nombre de ses lettres à ses amis. Mais en faisant de l'égalité des conditions le moteur révolutionnant la société moderne, c'est pourtant Tocqueville qui donnera tout son éclat, dès le premier tome de sa démocratie en Amérique, à cette définition sociologique de la démocratie. Mais pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, l'intérêt de son œuvre réside plutôt dans l'impossibilité qu'elle exprime d'en rester une telle définition. Tocqueville a bien compris que le mouvement de l'égalité des conditions, comme le mot démocratie, ne cessait de déborder les définitions que l'on pouvait en donner. Le sens du mot démocratie reste ainsi toujours flottant dans la démocratie en Amérique. Il n'est jamais stabilisé. James Thomas Schleifer, a recensé ainsi chez lui 11 définitions du mot démocratie. Et si la démocratie constitue bien l'état social, elle est aussi, à d'autres moments dans le livre, régime de la souveraineté du peuple, façon de nommer le peuple lui-même, ou encore fait historique générique. Et le mouvement de la civilisation moderne ne se sépare donc pas chez lui de l'irrésistible pression de la souveraineté du peuple sur les gouvernements. Elle n'est pas simplement état social. Et le point véritablement original de l'œuvre de Tocqueville, il est en fait, à mes yeux, d'avoir fait ressortir les ambiguïtés, la complexité et la mobilité permanente de l'idée démocratique. Cela affleure de façon récurrente dans son livre, mais c'est encore plus perceptible dans ses manuscrits qui laissent bien voir son embarras. Je cite un de ces manuscrits qui sont détenus à la bibliothèque de Yale aux États-Unis, manuscrit dont une partie est reproduite dans l'édition qu'a donnée Nolla à la démocratie en Amérique, éditée chez Vrin. C'est pour cela que, même comparativement à la Pléiade, cette édition en 2 volumes de la démocratie en Amérique chez Vrin reste à mes yeux la plus intéressante scientifiquement, parce qu'elle comporte dans ses notes la reproduction de tout un ensemble de ces manuscrits de Yale. Et dans un de ces manuscrits, il écrit « La démocratie constitue l'état social, comme le dogme de la souveraineté du peuple constitue le droit politique. Mais ces deux choses ne sont point analogues. La démocratie est une manière d'être de la société, alors que la souveraineté du peuple est une forme de gouvernement. Mais en même temps qu'il pose cette distinction entre démocratie, société et forme politique, souveraineté du peuple, il revient quelques pages après sur cette claire séparation en écrivant « Souveraineté du peuple et démocratie sont 2 mots parfaitement corrélatifs. Si l'un représente l'idée théorique, l'autre est sa réalisation pratique. » Et son oscillation témoigne ainsi à sa façon du tournant sémantique qui s'est déjà accompli, mais de sa limite, comme s'il était impossible de dissocier complètement le social du politique et de construire le neuf en rupture avec l'ancien. Et c'est au fond ce sentiment de l'équivoque qui transparaît dans la démocratie en Amérique qui va faire peur aux libéraux, puisque les libéraux cherchaient justement à montrer que cette séparation entre l'idée républicaine de souveraineté du peuple et l'idée sociale de démocratie était bien établie, que les deux étaient bien distingués, et que d'une certaine façon, Tocqueville, qui partait pourtant en Amérique et qui avait découvert l'égalité des conditions comme le principe générateur, c'est-à-dire qu'il partait de ce fait, eh bien, en même temps, cette distinction qu'il opérait, elle est sans cesse brouillée, elle est sans cesse remise en cause, elle est sans cesse recouverte. Et c'est le fait que cette distinction apparaisse dangereusement recouverte dans le livre « La démocratie en Amérique » qui fera réagir fortement les libéraux de l'époque. Il y aura notamment un ouvrage qui sera lancé contre Tocqueville, c'est le livre de Hallett qui a pour titre « De la démocratie nouvelle ou des mœurs et de la puissance des classes moyennes en France » et qui opposera la vieille démocratie de la souveraineté du peuple à la démocratie nouvelle, la démocratie moderne qui ne repose que sur le système représentatif et l'égalité devant la loi. Et le livre dira « La démocratie n'a aucun rapport avec le suffrage universel ». Voilà en effet
ce qu'il fallait conjurer dans la tête de ces libéraux. C'est que le mot démocratie, qui devenait d'un usage courant pour parler de l'état de la société moderne, puisse emporter avec lui l'idée que son complément, possiblement nécessaire, était celui de souveraineté du peuple. Et Guizot lui-même, qui commentera à la fois Tocqueville et le livre d'Aletz, quelques années après, dans la Revue française, écrira que, bien sûr, on peut dire que la société moderne est démocratique. C'est quelque chose, dit-il, de très vrai, mais aussi de très obscur. Et pour lever l'équivoque, il fallait justement éviter que cette vérité, et dans son obscurité, soit un moment où il y ait une confusion des idées. Et s'il y a un terme qu'il acceptera de donner à celui de démocratie, c'est la démocratie, non pas comme un régime, mais la démocratie comme un mouvement social. La démocratie comme un mouvement de la revanche sociale, la revanche haineuse du bas de la société contre ses élites, le petit nombre contre les grands. Il ira même jusqu'à dire le mot démocratie, c'est l'étendard de la guerre du bas contre le haut de la société. Et si cette guerre, vous savez que Guizot sera considéré comme le premier auteur théoricien de la lutte des classes et célébré à ce titre-là par tous les marxistes, eh bien, si cette lutte des classes était légitime quand il s'agissait de mettre bas l'aristocratie, le prolongement de cette lutte de classe, possiblement sous l'étendard du mot démocratie, devient ce qu'il faut conjurer. Car ce qui était autrefois positif deviendrait, dit-il, de l'anarchie. Et on constate d'ailleurs à la même époque, de façon symptomatique, qu'un traducteur libéral de la politique d'Aristote, il s'agit de Barthélemy Saint-Hilaire, à chaque fois qu'il verra le mot démocratia dans le texte, il traduira par démagogie, et non pas par démocratie. Donc on a Aristote qui est traduit tout le temps par démagogie. Dans cette revue rapide de l'histoire du mot démocratie dans la culture politique française, j'ai cité un certain nombre d'auteurs, mais j'aurais pu faire cette histoire du mot démocratie en Angleterre. Et de Hume à John Stuart Mill, nous aurions trouvé exactement les mêmes hésitations, les mêmes conceptualisations, les mêmes peurs sociales. Et si entre Hume et Stuart Mill, nous mettons l'œuvre de Burke, au moment de la Révolution française, nous aurons exactement la déclinaison de tout ce qui a pu être dit en France. Mais dans le cas français, contrairement à l'Angleterre, il y aura une rupture, c'est celle de 1848, avec la proclamation du suffrage universel, qui mettra un terme brutal aux hésitations et aux résistances qui avaient précédemment entouré le mot démocratie. Et les voix conservatrices qui s'agiteront alors à contre-courant seront balayées par la puissance irrésistible de l'événement. Et on verra qu'une diatribe furieuse de Guizot de la démocratie en France, un ouvrage publié en janvier 1849, accusant le chaos, je le cite, de se cacher sous le mot démocratie, restera sans effet. En quelques mois, en effet, le mot était partout. Il se superposera sans heurts à celui de république, comme s'il appartenait avec évidence au vocabulaire d'une société régénérée, à tel point que c'est à gauche qu'on le critiquera. On verra ainsi Blanqui dire que le mot démocratie, il s'agit d'un mot vague, d'un mot banal, sans acception précise. Et il conclura, le mot démocratie n'est qu'un mot en caoutchouc. Et les candidats démoxoc aux élections de 1849 gauchiront un moment son usage. Mais le mot reviendra, surtout en force, sur le devant de la scène avec le Second Empire. C'est en effet par son intermédiaire, par l'invocation de ce terme de démocratie, que Napoléon III voudra se présenter comme un champion de la souveraineté du peuple et de la sollicitude pour le monde du travail, appelant à voir dans le lien du pouvoir avec la société, scellé par les plébiscites, une forme d'accomplissement de l'idéal démocratique, alors que le terme de république se met à nouveau à sentir le soufre, évidemment, pendant le Second Empire. Le terme de république sent le soufre, mais le mot démocratie a alors un air d'évidence. Dans le journal Le Public, en 1869, on note « Aujourd'hui,
il y a une disparition presque totale du nom de républicain, qui était remplacé par celui de démocrate. On ose à peine, aujourd'hui, poursuit le journal, se dire républicain, tant la République est devenue chez nous synonyme de désordre, d'émeute et d'impuissance. On veut toujours, au contraire, se vanter d'être démocrate, car le mot démocratie s'accommode plus volontiers de tous les régimes. Donc, c'est le mot qui faisait la différence. Au point que sous le Second Empire, ce seront dorénavant les républicains et les libéraux d'opposition, comme les socialistes, qui se trouveront gênés par l'usage du mot démocratie et perturbés aussi par la difficulté qu'ils éprouvaient pour qualifier le régime et démontrer en quoi sa prétention à être démocratique n'était nullement fondée. C'est par exemple dans cet esprit qu'Étienne Vachereau publiera en 1860 l'ouvrage La démocratie, en notant dans son introduction « C'est l'abus du mot démocratie qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre ». Et la chute du Second Empire en 1870 n'empêchera pas que se maintienne une certaine suspicion dans les milieux républicains vis-à-vis du mot démocratie. En témoigne bien le vocabulaire des proclamations électorales au moment où la République s'installe définitivement en France dans les années 1880. Quand on voit le vocabulaire des proclamations électorales des candidats républicains de 1885 et 1889, le terme de république y est beaucoup plus présent que celui de démocratie. Dans les proclamations électorales de 1885, le terme de république est 30 fois plus présent que celui de démocratie. Et le terme de république l'est toujours 10 fois plus en 1889. Et en outre, le terme de démocratie chez les républicains est généralement employé de façon substantive, comme dans les apostrophes célèbres de Gambetta, quand il dit « la démocratie française », il veut dire « le peuple français ». Mais la démocratie désigne la société et la démocratie ne désigne pas tellement un régime. Et bien sûr, l'épisode boulangiste ne contribuera certes pas à infléchir la tendance. Et le développement des idées socialistes amènera aussi toute une partie de la gauche à mener ses combats sous l'étendard d'autres mots. Au tournant du XXe siècle, le mot démocratie sera toujours très présent, mais dans les ouvrages de sciences sociales et de théorie politique, voire l'œuvre de Vilfredo Pareto, voire l'œuvre de Ostrogorski, voire l'œuvre de Roberto Michels, sont les premiers grands ouvrages de théorie politique ou de sciences politiques qui analyseront les mécanismes précis de la démocratie, qui analyseront les conditions de sa dégradation en régime oligarchique. Ce sera évidemment un des grands thèmes de toute cette littérature réaliste sur la démocratie, notamment chez Michels, chez Ostrogorski. Mais il n'occupera qu'une place très secondaire dans le vocabulaire politique, à nouveau, pour exprimer attentes et aspirations. Il prend même alors une connotation franchement négative aux deux extrêmes de l'échiquier politique, dans les milieux nationalistes, du nouveau nationalisme bien sûr, mais aussi dans les cercles de l'extrême gauche et du syndicalisme révolutionnaire, qui voient à la fois une promesse non tenue et une illusion. Une des grandes figures du syndicalisme révolutionnaire, un des grands théoriciens, Hubert Lagardelle, parlera ainsi de la fiction démocratique, et l'on stigmatisera dans les pages de revues comme le mouvement socialiste le démocratisme, voire la démocratie. Et Griffuel, qui sera un des premiers secrétaires généraux de la CGT, n'hésitera d'ailleurs pas de son côté à définir le syndicalisme, je le cite, comme une réaction contre la démocratie. Et lorsque le mot démocratie, au début du XXe siècle, se trouve sur la couverture d'un livre, c'est plus souvent pour évoquer sa crise, ses mensonges et ses malheurs, ou le déclin de son idéal, que pour en faire l'éloge. Et c'est en fait appliqué à la sphère économique que le mot démocratie, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, va ressurgir positivement. En Grande-Bretagne, c'est l'ouvrage fondateur de Béatrice et Sidney Webb, Industrial Democracy, de 1897, et le livre de Cole, qui sera un des grands inspirateurs et un des grands théoriciens du mouvement syndicaliste, socialiste et coopératif anglais,
qui, au sortir de la guerre, aura pour titre Self-Government in Industry. Et en France, c'est autour de cette traduction en tant que démocratie industrielle qu'on verra cette fois-ci défendue, et notamment revendiquée par Jouot et une partie de la CGT, cette idée démocratique. Mais on peut dire, et ce sera la conclusion de cette heure, que ça n'est in fine que dans la vague de la critique du totalitarisme dans les années 70 et 80, que le terme de démocratie est ressurgi partout positivement, devenant la dénomination du régime idéal et de la forme du bien politique, en France comme ailleurs. Mais on le sait, c'est aussi un triomphe par défaut, car il s'est accompli dans la confusion la plus grande de ces définitions, l'Amérique et la Corée du Nord se réclamant également démocrates. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous commencerons donc le séminaire et que la première séance, ce sera d'ailleurs dans la suite de ce que je vais traiter maintenant, la première séance sera consacrée à l'idée de vote comme rituel politique dans la Rome du tournant de la République au moment du Principat d'Auguste.